Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous et vos proches allez tous bien. Merci de prendre du temps à nouveau ce matin pour ce troisième webinaire. Donc, session questions-réponses sur les actualités Covid-19 au Royaume-Uni. Je sais que votre temps est précieux, donc merci beaucoup pour votre temps et puis votre participation ce matin. Bonjour à toi, Raphaël. Bonjour. Alors, Raphaël est l'un de nos prestataires agréés basé au Royaume-Uni. Raphaël est basé à Londres. Raphaël est le directeur UK de Expandis. Je vais te laisser te présenter un petit peu plus amplement tout à l'heure. Pas de souci. Je vais rappeler les petites règles de fonctionnement, si vous voulez bien, pour ce webinaire. Enfin, les règles sont valables pour tous les webinaires que j'organiserai sur les actus Covid-19. Donc, ce webinaire est enregistré. Vous pouvez nous voir, mais nous, on ne peut pas vous voir. Vous pouvez nous entendre, évidemment. Vous pouvez poser vos questions en direct grâce au petit module que vous trouvez dans le bas de votre écran, enfin dans le bas ou dans le haut de votre écran. Vous avez un petit module questions et réponses. Si vous voulez intervenir au cours du webinaire pour que ce soit interactif, n'hésitez surtout pas. Vous pouvez poser vos questions ici. Je vous invite vraiment à utiliser plutôt ce petit module que le module discussion. C'est plus facile pour nous d'y répondre de manière instantanée. Si vous avez besoin aussi de prendre la parole, il vous est possible de le faire en demandant la parole. Vous avez une petite main bleue sur laquelle vous pouvez cliquer pour que je vous donne la parole. Donc, n'hésitez pas, là encore, si vous avez une intervention pertinente à faire, une question que vous souhaitez plutôt nous confier de manière orale plutôt qu'écrite, n'hésitez pas, je vous donnerai la parole à ce moment-là. Ça se veut vraiment interactif, donc n'hésitez pas. L'objectif du webinaire, vous l'aurez compris, c'était non pas de vous dresser un panorama global sur les opportunités commerciales au Royaume-Uni, comme on le fait d'habitude en réunion d'information. Là, vraiment, l'objectif, c'est de répondre à vos préoccupations, à vos interrogations en période de crise, en cette période de Covid-19. Quels sont les impacts pour vous dans vos échanges commerciaux avec le Royaume-Uni? Quelles sont les perspectives côté gouvernement anglais pour gérer la crise, sortir de la crise? On va tenter avec Raphaël de répondre vraiment de manière pragmatique à toutes vos questions. Je vous listerai les différentes questions qui ont été posées par vous, participants. Je remarque que vous avez beaucoup tous les mêmes questions, que ce soit d'ordre commercial, d'ordre réglementaire ou juridique. Vous avez basiquement tous les mêmes interrogations. On est juste allé un petit peu plus en détail sur vos secteurs d'activité propres. Raphaël a fait des petits focus sur certains secteurs, parce que vous nous le demandiez. On a fait un petit point sur l'agroalimentaire, sur l'industrie, sur l'agri. Donc, vous verrez au fur et à mesure du déroulé de ce webinaire, on va tenter de creuser un peu sur certains secteurs. Mais voilà, on ne rentre pas néanmoins beaucoup dans les détails puisque, encore une fois, ce n'est pas l'objectif de ce webinaire. Alors, j'ai juste une petite remarque de Marilène. On ne voit ni n'entend pas les autres participants, c'est normal. Oui, vous ne pouvez entendre que Raphaël et moi, et les autres participants, vous ne pouvez pas les voir ni les entendre. Encore une fois, vous ne pourrez les entendre que si telle ou telle personne demande la main pour que je lui donne la parole. Voilà, donc dans la pratique, les autres matins, ça a très bien fonctionné, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas à nouveau ce matin. On va rentrer dans le vif du sujet, si vous voulez bien. Il est temps, 10h06, on est bon dans le timing. Donc Raphaël, écoute, je te laisse la parole. Je ne m'étends pas sur la présentation de BCI comme on le fait d'habitude, vous nous connaissez tous désormais. Juste une chose importante quand même, c'est de vous dire que même si on est tous équipe BCI en télétravail, on est bien évidemment à votre disposition. N'hésitez pas à contacter vos chargés d'affaires, vos CDI basés
en CCI territoriale. On est tous vraiment à votre disposition, comme d'habitude, pour vous aider, pour vous accompagner au mieux dans cette situation inédite qu'est cette crise sanitaire. Merci Karen. C'est Bonjour à à toi de tous. jouer. Oui, vous m'entendez bien? Tu m'entends Karen? Ouais, je t'entends Très bien, bien. Je pense que super. tout le monde entend bien aussi. Tout le monde est Parfait, connecté désormais, donc on peut y aller. Tu parfait. présentes brièvement Oui, Expandis peut-être de manière concise, mais comme ça les gens verront bien qui tu es pour ceux qui ne te connaissent pas. tout à fait. Donc, effectivement, je suis Raphaël Tira. Donc, comme l'a dit Karen, effectivement, donc je suis le directeur pour le Royaume-Uni de la société de conseil Expandis, qui est une société, effectivement, donc partenaire de BCI pour le Royaume-Uni et donc pour les entreprises bretonnes. Je dirais en définition plus large, donc, effectivement, nous accompagnons les entreprises dans leur développement sur le Royaume-Uni avec un focus très, je dirais, distribution, développement commercial, développement des flux d'affaires. Il y a effectivement d'autres sociétés qui sont plutôt sur l'implantation de filiales, sur effectivement de la comptabilité, du juridique ou d'autres services, on va dire plus techniques. Nous, effectivement, nous sommes sur du développement commercial et développement des affaires. Nous sommes présents à Londres depuis 15 ans. Et donc également un bureau en Inde et en Australie, mais donc à Londres depuis 15 ans. Et donc effectivement avec des flux importants de clients, on va dire français vers le Royaume-Uni, mais pas seulement. Nous avons des clients dans le reste de l'Europe, dans l'Afrique du Nord et dans d'autres parties du monde également. Et nous pouvons aider aussi les entreprises britanniques à se développer ou à chercher des partenaires dans d'autres pays également. Donc on construit vraiment des ponts d'affaires transmanche, on va dire. Donc voilà un petit peu pour Expandis. Parfait. Alors, on Ah, va commencer. Oui, tu voulais rajouter quelque chose, Raphaël? non, non, pas du tout. Pas du Non. tout. Donc, on va commencer. La première partie de ce webinaire, ça va être de vous présenter un état des lieux de la situation donc, en cette période de Covid-19. Quelles sont les conséquences de la crise sur le fonctionnement de l'économie au UK? Quel est l'impact économique? Quelles sont les prévisions? Et puis, quelle implication ça porte sur l'avancée du Brexit? Alors, évidemment, on ne peut pas, vous nous avez posé certaines questions auxquelles on ne peut pas répondre parce qu'aujourd'hui, tout évolue. Les dates limites les dates de déconfinement, par exemple, les perspectives d'évolution du marché dans les relations France-Angleterre, etc. Enfin, il y a plein de questions sur lesquelles il y a beaucoup, beaucoup d'incertitudes et auxquelles on ne peut pas répondre. Donc, on va s'efforcer de vous donner des perspectives, des ressentis. Raphaël va vous faire part de ses ressentis puisque lui est sur place. Il a vraiment une vision terrain local de ce qui se passe ou de ce qui pourrait se passer. Mais voilà, je tenais vraiment à vous préciser que pour certaines questions, malheureusement, vous comprendrez bien, on n'a pas de solution miracle ou de réponse catégorique puisque tout est amené à évoluer. Parfait. Effectivement, donc ça a tout à fait été l'exercice entre Karen et moi donc sur ce webinaire ce matin. Effectivement, donc, après le travail de récolte de vos questions, ça a été de combiner en fait une recherche de faits, hein, d'informations qui existent, effectivement, qui ont été publiées, des prévisions, des choses comme ça, et en même temps, effectivement, peut-être un ressenti de ma part, donc qui va être un peu subjectif aussi. Donc, je vais essayer de le dire à chaque fois que c'est un peu comment dirais-je, mon opinion, euh, voilà, mon sentiment à ce stade-là, mais effectivement, voilà, qui pourrait évoluer selon euh, selon effectivement les changements à venir. Donc, un premier lieu sur effectivement l'état du confinement. Donc, au Royaume-Uni, nous sommes confinés depuis le 16 mars, donc date à laquelle effectivement Boris Johnson a donc invité. Alors, au Royaume-Uni, on essaye d'éviter la loi autant que se peut, en ce sens que c'est une société je dirais, qui est disciplinée en ce sens que, voilà, une fois qu'effectivement il y a un discours gouvernemental qui est insufflé, les gens ont plutôt une discipline pour suivre le mouvement.
Et donc, effectivement, le confinement, je dirais, effectivement, vient du gouvernement, mais voilà, il y a pas, comme en France, je crois, d'applications policières ou de papier ou de Mm. règlements ou de choses comme ça. On est plus effectivement dans, voilà, dans la dynamique qui part d'en haut, effectivement, et que les gens suivent. Il n'y a pas d'autorisation, tu veux dire, les gens ne sont pas obligés de sortir avec des autorisations comme c'est le cas Exactement, chez nous? exactement. On fait confiance un petit peu, je dirais, aux gens et à leur bon sens par rapport à des choses qui sont édictées. Alors, les messages sont très clairs, hein, c'est stay at home, donc restez chez vous. Et effectivement, comment dirais-je, protéger le système de santé et voilà, et effectivement, penser aux autres si jamais vous êtes porteur du virus. Voilà, donc pour ne pas les contaminer. Donc c'est vraiment ces messages-là sont martelés. Donc ce confinement est toujours en cours et il n'y a pas à ce stade-là de discours sur la levée du confinement, en tout cas de préparation sur la levée du confinement. Donc on pense que c'est un peu tôt. Le Royaume-Uni, en fait, par rapport à l'Italie surtout, et par rapport même à la France, est un peu après dans la courbe. Et donc, alors, c'est difficile de dire combien de jours, etc., mais on pense peut-être une semaine, 10 jours après, effectivement, la France. Et donc, effectivement, là où en France, on commence à discuter voilà, le 11 mai, etc., au Royaume-Uni, pas encore. Le gouvernement britannique a dit qu'effectivement, il étudierait une levée du confinement quand les 5 tests donc, qui sont édictés ici seront passés. Et donc, les 5 tests, c'est quoi? C'est effectivement les capacités du système de santé à gérer en soins intensifs, un taux de mortalité quotidienne qui aura subi une baisse donc, significative et continue, sans chiffres. Donc, effectivement, il faut un peu interpréter ça. Pareil pour le taux de nouvelles infections, donc qui aura baissé. Également, les capacités du Royaume-Uni en tests et en kits de protection. Et ensuite, effectivement, sur un assessment du gouvernement par rapport à un risque de deuxième pic, si jamais effectivement le confinement est levé trop tôt. Donc en fait, tous les jours, ils font un assessment de ces 5 paramètres-là. Et aujourd'hui, visiblement, on n'est pas encore au point où les 5 tests sont passés. Les capacités de soins intensifs sont, je pense que ce test-là est passé parce qu'effectivement, ils ont augmenté les capacités en soins intensifs. Taux de mortalité est toujours assez élevé. Hein, on est quand même alors ça dépend, mais entre 500 et 800 morts par jour en milieu hospitalier aujourd'hui au Royaume-Uni. Et il y a une grosse question au Royaume-Uni qui sort, c'est sur la mortalité dans les maisons de retraite, qui effectivement, je dirais, les chiffres n'ont pas été consolidés vraiment depuis le début, donc commencent à être consolidés et on voit qu'effectivement, forcément, le taux de mortalité également dans les milieux de maisons de retraite est plus important que ce que beaucoup avaient en tête. Donc forcément, c'est un nouveau point pour le gouvernement de traiter cette question-là et le grand public n'a pas vraiment comment dirais-je, la vision aujourd'hui que le gouvernement gère, ou en tout cas le contrôle de la situation sur les maisons de retraite. Donc ça, c'est un point d'inquiétude à ce stade-là. Les capacités de test également est un deuxième point d'inquiétude, je pense, sur les 5, c'est vraiment celui-ci. Le manque de tests, en fait. Hein, c'est pour ça qu'effectivement, le gouvernement, au début, a privilégié, bien sûr, les personnels en milieu hospitalier pour les tests disponibles. Ensuite, effectivement, a été étendu au personnel des maisons de retraite. Maintenant, sont étendus ce qu'on appelle les key workers, donc les travailleurs clés, qui sont tout autour, qui font marcher, en fait, finalement, la distribution alimentaire, les secteurs médicaux et prioritaires. Et effectivement, on n'est pas encore à des tests de communauté dans le grand public, etc. Ça commence à s'étendre, mais on n'est pas encore là. Donc voilà, donc je dirais que pour la levée du confinement aujourd'hui, on n'a pas vraiment de vision sur sa date de début, la progressivité géographique ou par catégorie de personnes. L'Écosse, qui a effectivement une gestion plus indépendante de cette crise sanitaire,
a commencé effectivement à mentionner quelques pistes pour la levée du confinement, mais ça, voilà, ça reste préliminaire à ce stade. Un autre aspect, bien sûr, dans cette gestion de crise sanitaire, mais qui est global, hein, ce n'est pas que britannique, c'est bien sûr la disponibilité du vaccin ou d'un traitement. Donc, ni l'un ni l'autre n'existe aujourd'hui. Il y a des tests. Le Royaume-Uni est quand même en pointe en tout ce qui concerne la recherche, hein, donc, y compris médicale. Et donc, effectivement, des premiers tests de vaccins ont été faits à Oxford la semaine dernière. Hein, donc, effectivement, donc sur des personnes, hein, donc sur l'humain. Donc, effectivement, on a commencé à tester un vaccin à Oxford il y a 10 jours. Ensuite, effectivement, le dernier point, c'est effectivement pour lever confinement. Et ça, encore une fois, je sais que c'est un débat qui est sur le continent également. Il doit être couplé, cette levée de confinement doit être couplée à un processus de track and trace. Track and trace, c'est effectivement pouvoir traquer les porteurs du virus, donc les identifier rapidement, donc d'où les tests, et ensuite effectivement tracer avec qui ils ont été en contact pour isoler les personnes qui sont susceptibles d'être contaminées également. Et bien sûr, en contrepoint de ça, de pouvoir libérer, entre guillemets, les personnes qui sont testées et qui sont négatives, qu'elles puissent voilà, comment dirais-je, avoir leur activité la plus normale possible. Et donc ça, ce phénomène-là, ce processus-là, n'est pas encore une fois défini, dépend du test, des capacités test bien sûr, et dépend aussi un petit peu de la capacité de tracing, ça veut dire par application mobile, voilà, ça veut dire effectivement les libertés des gens, voilà, comment est-ce qu'on combine tous ces paramètres-là pour avoir un processus efficace. Donc, tu disais qu'aujourd'hui, donc au UK, il n'y a pas de date annoncée, comme c'est le cas chez nous, ou en Espagne, ou en Italie. Il n'y a pas de date de déconfinement réel ou de date à laquelle seront possibles à nouveau les rassemblements, l'ouverture des restaurants, l'ouverture des écoles, etc. Il n'y a rien, aucune date d'annoncer du tout. Non, rien. Et c'est vrai que la pression s'agrandit sur le gouvernement pour donner une visibilité. Le gouvernement dit aujourd'hui, oui, mais si on donne une visibilité, les gens vont peut-être se relâcher, etc. Donc voilà. En même temps, le public, voilà, et certains observateurs font remarquer que je dirais qu'il faut prendre aussi les gens pour des gens assez matures, ce qui a plutôt été le cas depuis le début. Donc, il n'empêche qu'on peut effectivement, comment dirais-je, avoir des mesures en place aujourd'hui et entrevoir quand même effectivement une période un peu différente. Mais c'est vrai qu'on n'a pas du tout on ne sait pas effectivement non seulement de date, mais si ça va être par région, parce que Londres, effectivement, a eu un pic avant le reste du pays, par secteur. Alors, on va voir après, quand je vais parler des secteurs, que ça, c'est la règle. Et dans la pratique, il y a quand même une certaine dose de flexibilité sur certains secteurs d'activité. Ça, on va le voir effectivement dans la partie secteur. Okay. Alors, un petit peu toujours dans l'état des lieux, pour vous parler de l'impact sur l'économie, parce qu'effectivement, le confinement et donc le manque de liberté, les fermetures de commerce, de business, etc., ont bien sûr fortement impacté l'activité. Là, vous voyez, j'ai des chiffres en mars sur les ventes de détail. Et les ventes globales de détail en mars ont baissé de 5% par rapport au mois précédent. 5%, ça peut paraître… Ce qui n'est pas énorme. Hein. Ce qui n'est pas énorme, sachant que le lockdown, donc le confinement, a commencé que le 23 mars. Donc, ça veut dire qu'en fait, que du 1er au 23 mars, on est plutôt dans une activité normale et qu'en fait, les moins 5% sur tout le mois, c'est venu en fait que de 7 jours, en fait. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, sur la partie avril, qui va être, lui, à 100% en confinement, là, les ventes au détail vont être très fortement en baisse et beaucoup plus que 5%. Donc ça, effectivement, mais ça, c'était attendu. Sauf, bien sûr, les ventes de détail aux magasins alimentaires, qui, elles, ont été en hausse de 10% donc sur le mois de mars, avec un phénomène sur les magasins alimentaires pas de panic buying, mais en tout cas de surachat des ménages, donc tout ce qui est bien alimentaire.
et un petit peu de phénomène de stockage. Donc, il y a eu tout cet ajustement de la supply chain alimentaire, mais ça, on va y revenir aussi sur le secteur alimentaire, parce que les gens ont acheté plus, et comme ils achetaient aussi moins souvent, parce qu'ils commençaient effectivement à aller moins souvent en magasin, ben forcément, à chaque fois, ils achetaient plus. Donc ça, c'est effectivement un deuxième phénomène. Et le troisième, c'est dès le début, en mars, l'explosion des ventes online, donc plus Bah, comme 8%, partout. comme partout, voilà. Mais c'est vrai que le online, par exemple, sur le mois, représentait plus de 22% des achats totaux, ce qui, pour le Royaume-Uni, est un record. Et je pense que ce pourcentage-là est un des plus élevés en Europe. Euh, et à mon avis, encore une fois, si on avait les statistiques d'avril, on serait encore bien au-delà, bien sûr. Donc voilà un petit peu. Bon, c'est vrai qu'après le graphe montre des détails par type de commerce, mais voilà, c'est plus pour mémoire. Donc ça, c'était des questions plutôt d'ordre financier, d'ordre fiscal que vous nous avez posées. Quelles sont les aides possibles pour les entreprises en termes de report ou d'annulation de charges, de paiement de taxes, de loyers aussi pour celles qui sont implantées au UK. Quelles sont les mesures prises pour soutenir les entreprises par le gouvernement anglais et surtout dans la RHD. Vous êtes plusieurs là participants dans le secteur agro, avec pour cible comme pour réseau la RHD. Donc, il y a beaucoup d'interrogations sur la RHD. Je vais passer au slide suivant. Comme ça, tu Ouais, vas pouvoir détailler les infos voilà, que tu vas nous donner. voilà. Alors, sur effectivement les acteurs économiques, donc très rapidement, après le début de la crise sanitaire, où bien sûr les premières étapes étaient pour la sauvegarde du système bien sûr de santé, hein, le NHS, National Health Service. Très rapidement, en fait, le gouvernement britannique a sorti une batterie de mesures pour aider les acteurs économiques. Alors, je dis ça effectivement avec toute l'emphase associée parce que en France, on est peut-être entre guillemets habitué à avoir l'État qui effectivement donne du support au secteur économique. Au Royaume-Uni, beaucoup moins. Hein, depuis des décennies, c'est vrai qu'effectivement l'État n'est pas forcément là pour intervenir dans l'économie. Euh, et donc là, il l'a fait. En fait, ils se sont vraiment bougés, entre guillemets, très rapidement. Et effectivement, en voyant le trou d'air, hein, clairement, qui est bien sûr inégalé et inédit, a vraiment sorti voilà, toute une batterie de mesures, et avec, comment dirais-je, vraiment des montants assez importants. Alors, il y a des mesures qui ont été prises pour les entreprises, des mesures qui ont été prises pour les employés et des mesures qui ont été prises pour les travailleurs indépendants. Euh, pour les entreprises, il y a effectivement un système de prêts garanti par l'État qui a été mis en place. Donc, ce sont des prêts en fait qui sont disponibles par les banques commerciales, où effectivement il y a des demandes particulières. Hein. Donc, c'est un prêt qui s'appelle le CBILS, hein, Coronavirus Business Interruption Loan Scheme, où en fait on va voir sa banque et on demande effectivement ce prêt-là, qui est une nouvelle catégorie de prêt. Et ensuite, effectivement, la banque, bien sûr, fait son assessment de la situation de l'entreprise, mais on va dire de manière très légère, parce que la banque sait qu'elle a une garantie de l'État. Alors qui couvre effectivement les intérêts ou en fait les remboursements n'interviennent qu'après 1 an, etc., etc. Donc il y a vraiment des conditions bien sûr préférentielles, et ça peut effectivement monter assez haut dans les montants. Donc voilà, donc c'est entre la banque et l'État effectivement que les conditions sont affinées, entreprise par entreprise bien sûr, mais voilà. Je dirais qu'il y a clairement un bottleneck, c'est-à-dire un embouteillage, hein, dans ces demandes de prêt. Donc, il est souvent difficile d'avoir une réponse rapide. Et voilà, je pense qu'à ce stade-là, le scheme, donc le schéma en lui-même, souffre un peu de la demande, en fait. Et je pense qu'une faible partie des demandes ont été comment dirais-je,
répondu C'est positivement terrible. et les prêts mis en œuvre, parce que vraiment, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de demandes. Mais bon, voilà, donc ça existe. Ensuite, effectivement, alors il y a eu des allègements de charges, notamment dans tout le secteur donc retail, hospitality, loisirs, etc. Dans tout ce qui est hôtellerie, restauration et commerce, avec des subventions pour les commerces de détail, pour l'hôtellerie, euh, en fonction effectivement ce qu'on appelle un rateable value, qui est en gros une valeur de fonds de commerce ou d'entreprise. C'est proportionnel au chiffre d'affaires de chaque fonds. Exactement. Donc, il y a un système de grants. Hein. Donc, les grants, ce sont vraiment des subventions sans contrepartie. Donc là, on ne parle plus de prêts, on parle vraiment de subventions. Il y a également une Small Business Grant. Donc là, un Small Business Grant, c'est que vous soyez dans l'hôtellerie ou pas dans l'hôtellerie, dans tout type de business. Si vous êtes impacté, vous pouvez effectivement demander une subvention, par exemple, de 10 000 pounds. Vous avez également un décalage de paiement de TVA et d'autres taxes. Vous avez également, pour notamment tous les commerces, un business rate holiday. Donc, un business rate holiday, le business rate, ça s'apparente un peu à la taxe professionnelle, qui d'ailleurs n'existe plus, je crois, en France. Donc, voilà, une vacance de business rates, donc de taxes professionnelles, où on arrête une période où les entreprises arrêtent de payer en fait leurs taxes professionnelles. Donc voilà, donc toute une série effectivement de mesures pour les entreprises. Et je dirais que la deuxième plus importante mesure avec ce loan scheme, donc ce système de prêt, c'est une mesure pour les employés, mais donc en même temps aussi pour les entreprises, puisqu'en fait le gouvernement britannique, par un schéma qui s'appelle le Coronavirus Job Retention Scheme, met en place un schéma de chômage temporaire. Ça veut dire qu'effectivement, le gouvernement, pour des employés qui ont perdu leur activité, en tout cas qui n'ont plus d'activité du fait du virus, de la fermeture de leur commerce ou de la perte de clientèle, etc., le gouvernement va payer jusqu'à 80% du salaire de ces employés-là. Et en fait, ces 80%-là vont être payés à l'entreprise qui, elle, va continuer à payer normalement ses salariés, même s'ils sont en chômage, entre guillemets, donc technique, parce qu'effectivement, l'entreprise récupère la subvention de l'État à hauteur de 80% du salaire, jusqu'à 2 500 pounds par mois. Ce système-là, encore une fois, inédit au Royaume-Uni, hein, jamais effectivement l'État n'a payé les salaires des employés, est bien sûr destiné à faire que les entreprises maintiennent leur main-d'œuvre en statut, on va dire, salarié, mais en même temps et du support pendant cette période de crise qui, effectivement, après cette crise-là, voilà, les employés auront toujours leur travail et reprendront leur activité, normale. Donc, c'est vraiment effectivement un schéma très important. Il y a quelques statistiques que je montrerai après sur ce schéma-là, sur le nombre de salariés touchés. Mais donc voilà. Et là, pour le coup, l'interface a été créée il y a 10 jours, donc mis en place par HMRC, qui est en fait le fisc britannique, rétroactif au 1er mars. Donc ça veut dire qu'effectivement, pour les commerces ou les hôtels qui ont fermé dès le 1er mars, en fait, ou les compagnies aériennes, par exemple, hein, qui seront également très touchées par ça, et bien effectivement, l'entreprise peut faire une déclaration rétroactive au 1er mars, donc mars-avril, et pour l'instant, ce schéma-là est valable jusqu'à fin juin. Donc mars, avril, mai, juin, sur 4 mois. Et les premiers paiements, là, pour le coup, ont déjà été faits aux entreprises. Donc là, c'est un schéma qui est très efficace et les paiements donc, sur les comptes bancaires des entreprises commencent déjà à affluer. Alors, le dernier élément, c'est pour les self-employed, donc tout ce qui sont les travailleurs indépendants, qui sont une catégorie très importante au Royaume-Uni. Hein. Énormément de gens sont freelance ou self-employed ou qui ont leur propre limited company, etc. Je crois que c'est jusqu'à 6 millions de personnes, hein, 6 millions de personnes au Royaume-Uni sont dans ce cas-là, et en fait qui avaient été laissés pour compte des premiers trains de mesure du gouvernement, puisqu'ils touchaient soit les entreprises, soit les employés, ou en tout cas salariés. Et donc effectivement, le gouvernement a également sorti un schéma de soutien des travailleurs indépendants
qui est basé en fait toujours sur un paiement de 80%, mais cette fois-ci de leur, on va dire, de leurs bénéfices commerciaux moyens sur les 3 dernières années. Et donc, en fait, on fait une moyenne en fait, des revenus des travailleurs indépendants, parce que les travailleurs indépendants ont des revenus souvent irréguliers, voilà, en fonction de leur activité. Et donc, en fait, HMRC fait une moyenne un petit peu des revenus passés et ensuite calcule entre guillemets, un salaire moyen et paye 80% de ce montant-là dans les 3 prochains mois. C'était pour 3 mois initialement, ce schéma-là. Donc là, pareil, effectivement, bienvenue pour les travailleurs indépendants. Quel Donc que soit voilà, le secteur d'activité, c'est ouvert à tout le monde. quel que soit le secteur d'activité, effectivement, il faut faire sa demande. Alors après, c'est effectivement au cas par cas, hein, c'est-à-dire que là, il y a vraiment une sorte de déclaratif qui est fait, ou en tout cas d'étude qui est fait au Oui, cas bien par sûr. cas. Mais effectivement, voilà, tout le monde est éligible. Ce qu'il faut savoir pour les employés, c'est qu'effectivement, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées. Est-ce que certaines catégories de salariés sont compris, pas compris? Il y a toujours un élément de, comment dirais-je, de jugement hein, du fisc. C'est vrai que parfois, voilà, ils sont obligés de prendre des décisions. Mais en tout cas, on a le sentiment que comment dirais-je, ils ouvrent les vannes. Ils ouvrent les vannes très clairement pour essayer d'inclure le maximum de gens. Bien sûr, ils essayent d'éviter les fraudes, hein, ce qui est normal. Je veux dire, le système, il faut éviter vraiment que les gens utilisent ce système-là pour, à des fins, voilà, des fins qui ne sont Mhm. pas légitimes. Mais on a le sentiment quand même que voilà, le gouvernement veut absolument ouvrir les vannes pour donner un maximum de support dans cette période-là, qu'on espère effectivement circoncise et qu'après, voilà, on puisse reprendre normalement l'activité. On passe à la suivante. Ouais, voilà. Donc, en fait, depuis le début de la crise, juste de statistiques, mais effectivement, malgré ces supports, ces mesures gouvernementales, etc., on a quand même vu donc 950 000 personnes qui ont déposé une application pour Universal Credit euh, dans les 10 jours qui ont suivi le début du lockdown, donc du confinement. Alors, Universal Credit, c'est une sorte de bouclier social, donc d'aide sociale, en fait. On va dire que c'est effectivement quand voilà, les revenus ne sont pas suffisants, quand il y a une situation peut-être de santé ou handicap, enfin, voilà, de différentes choses. Euh, il y a effectivement un système Universal Credit qui calcule en fait une allocation de subvention qui est versée aux familles. Et donc, on a quand même vu 950 000 personnes donc, déposer un nouveau dossier, hein, donc Universal Credit depuis le début du confinement, ce qui est quand même effectivement très, très important. Concernant ce schéma de chômage temporaire dont je vous parlais à l'instant, qu'on appelle aussi furlough en anglais, donc 140 000 entreprises employant 1 million de personnes ont déposé une demande donc, de chômage temporaire le premier jour de la mise en service de l'interface, donc soit il y a la semaine dernière en fait. Et on prévoit qu'a priori 9 millions de salariés vont être concernés par le furlough pendant Ouais. tout le schéma, en fait, toute la période de crise sanitaire. Alors, quelques chiffres, effectivement, de prévision, donc d'impact sur l'économie donc de cette crise-là. Effectivement, le FMI a sorti une prévision de croissance pour le UK en 2020 de moins 6,5% donc du PIB. Donc, ce qui est bien sûr une baisse très significative, hein, mais qui, je pense, est comparable à ce qui va se passer sur le continent Ouais. également. Le coût des mesures gouvernementales que je vous ai donc présentées est estimé à l'heure actuelle à 350 milliards de livres sterling, donc ce qui est effectivement un montant assez énorme, sachant que pareil, le coût est ajusté, je dirais, un peu au jour le jour, hein, en fonction du nombre de personnes. Je crois que le système de furlough, rien que le système de furlough, on est dans des calculs peut-être de 20-30 milliards de pounds et c'est peut-être 10 ou 20 milliards de plus chaque mois, en fait, si jamais c'est prolongé. Alors, le taux d'endettement du pays donc, va dépasser les 100% donc, en 2020.
mais on espère qu'effectivement qu'il redescendra en 2021 du fait de la reprise en fait, de l'économie. Ce qui est, en fait, le Royaume-Uni, avant cette crise sanitaire-là, il faut savoir que le Royaume-Uni avait fait des efforts gigantesques en termes d'économie, hein, de dépenses publiques. On avait parlé effectivement jusqu'à même d'austérité des différents gouvernements conservateurs. Et malgré également le Brexit, donc vraiment le Royaume-Uni avait des finances très saines, euh, parmi les plus saines d'Europe de l'Ouest et du G7. Et donc voilà, donc évidemment, entre guillemets, peut se permettre plus que d'autres ce plan là, spécifique. Donc voilà. Après, le chômage, pareil, effectivement, on prévoit quand même une augmentation donc du chômage malgré effectivement ce Job Retention Scheme. Donc, il pourrait augmenter de 2 millions de personnes en fait, au deuxième trimestre, avant de rebaisser effectivement au troisième et quatrième trimestre. Mais là, pareil, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la crise sanitaire, le taux de chômage au Royaume-Uni était inférieur à 4% de la population active, entre 3,5 et 3,8 selon ce que vous prenez dedans. Soit un des taux de chômage les plus faibles, enfin, le plus faible de son histoire, je pense, et un des plus faibles, pareil, des pays développés. Donc, je dirais que c'est une économie qui était plutôt très saine avant cette crise sanitaire-là. Ah, Tu veux... voilà. Alors, l'impact du Brexit. La grande question que tout le monde se pose. Qu'est-ce que ça va changer? Tout à fait. Alors, c'est vrai qu'on avait un peu oublié, à vrai dire, je ne l'ai pas vraiment entendu dans la presse ou dans les news forcément ces dernières semaines, hein, puisque effectivement, le grand public a d'autres, comment dirais-je, Préoccupation pour l'instant, ouais. préoccupations, voilà. Il n'empêche, alors j'ai assisté hier à un webinaire organisé par la Chambre de commerce franco-britannique à Londres, où l'ambassadeur français à Londres, donc Catherine Colonna, était présente, et donc nous a donné en fait un feedback, on va dire, très frais hein, sur les discussions en cours en termes de Brexit. Donc je vous en ai fait un résumé là. Donc le processus du Brexit toujours en cours. Hein, donc, alors effectivement, la sortie formelle de l'Union européenne donc, par le Royaume-Uni a eu lieu le 31 janvier donc, 2020. Et ensuite, effectivement, on est dans une période de transition qui court jusqu'au 31 décembre donc 2020. Où effectivement rien ne change, entre guillemets, puisqu'effectivement on doit définir la relation future entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. La prochaine date butoir dans ce processus-là, c'est le 30 juin, où le Royaume-Uni doit décider s'il demande ou pas un report de cette date de la sortie du marché unique le 31 décembre. Donc voilà, donc c'est vraiment la prochaine deadline, c'est fin juin. Sur les discussions en cours, alors, je dirais qu'il y a des sessions de travail encore hein, entre effectivement l'équipe de négociateurs britanniques et l'équipe à Bruxelles de Michel Barnier. Ces discussions-là, bien sûr, se font maintenant en visio, en virtuel, mais elles se font quand même beaucoup. Il y a 2 sessions de travail qui sont prévues avant la fin juin entre les 2 blocs. Et sachant que chaque session de travail regroupe plus d'une quarantaine de réunions. Donc, vous voyez qu'il y a quand même énormément de sujets qui vont être abordés, débattus. En fait, ce que disait l'ambassadeur, c'est que il y a déjà en fait comment dirais-je, un premier pavé de discussion qui touche à ce qu'on appelle le level playing field en anglais, ou je dirais en tout cas le cadre de la discussion ou des règles du jeu, et qui touche à la vision que chacun a de la relation future entre les deux. L'Union européenne cherche à inclure beaucoup de choses dans cette vision-là, puisque l'Union européenne cherche une relation qui est plutôt riche et comment dirais-je, et diverse et très solide entre l'Union européenne post-Brexit et le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni est un petit peu plus, je dirais, alors on dit cherry picking, donc dans la négociation au cas par cas, c'est-à-dire de regarder les sujets plutôt indépendamment et de négocier indépendamment en disant, voilà, ça effectivement ça nous intéresse ou ça effectivement ça nous intéresse un peu moins. Donc je dirais qu'il y a déjà un gap à combler entre les deux côtés. Sur cette vision-là, un petit peu du level playing field, donc qu'est-ce qu'on inclut ou pas dans la négociation. Parce qu'effectivement, ces discussions-là touchent non seulement le commerce, bien entendu, mais aussi la sécurité, le droit des citoyens, les règles de droit, la recherche, l'éducation, etc., etc. Donc il y a vraiment énormément de sujets qui doivent être couverts. Donc voilà un petit peu où on en est. On n'a pas encore, je dirais, les contours de cette relation, si on s'attarde plus sur l'économique, de ce Free Trade Agreement, donc ce qui prendrait la forme d'un accord de libre-échange entre les deux. Si effectivement la vision européenne, entre guillemets, qui est de dire nous, on veut une relation très large et à un niveau, je dirais, suffisamment équilibré. À ce moment-là, effectivement, voilà, avec nos tarifs, nos quotas, nos dumping, ça veut dire effectivement sans tarifs, sans quotas et sans donc dumping, sans règles du jeu différentes. Le Royaume-Uni, voilà, n'a pas encore vraiment dit son OK sur ce postulat de départ-là. Donc, on reste effectivement vraiment dans la discussion à ce stade. Donc, on n'a pas les contours de l'accord de libre-échange. Et donc, évidemment, on ne peut pas prévoir, effectivement, catégorie de produits par catégorie de produits, quelles seront les règles après le 31 décembre 2020. Alors, secteur par secteur, on reviendra un petit peu plus tard sur ces choses-là, notamment l'agroalimentaire, bien sûr. Mais donc, voilà un petit peu le point de départ. Il y avait également dans ce webinaire-là le PDG UK de L'Oréal et qui mentionnait effectivement, alors c'est peut-être un wishful thinking, comme on dit en anglais, donc peut-être son espoir qui serait que Boris Johnson pourrait utiliser la crise sanitaire comme, entre guillemets, porte de sortie pour pouvoir justifier d'une demande d'extension le 30 juin en disant, bah voilà, on a un peu perdu 3 à 4 mois, ou en tout cas, on avait un autre sujet à traiter, et donc, effectivement, de retarder un peu cette date du 31 décembre Je pense que 2020. beaucoup de gens se posent cette question-là aussi. Exactement. Alors, politiquement, et le gouvernement ne fait pas du tout de pas vers cette option-là à l'heure actuelle. Donc Michael Gove, Boris Johnson, avant et après son passage à l'hôpital, n'a absolument pas ouvert la porte à ça. Mais voilà, ça pourrait être effectivement une option qui est de dire, voilà, bon, politiquement, dans mon programme, c'était le 31 décembre. Maintenant, effectivement, on n'avait pas prévu la crise sanitaire et donc voilà, donc ça a un peu perturbé le planning. Alors, après, on arrive au gros. Alors, peut-être que vous avez des questions d'ailleurs sur toutes ces questions de prévision, d'aide, de perspective d'évolution de la situation économique. D'habitude, j'ai pas mal de questions sur ce passage-là. Personne n'a de remarques particulières à faire ou de questions complémentaires par rapport à ce qui avait été posé en amont du webinaire. Je n'ai pas de questions arrivées. On va passer au point suivant. Donc, le point suivant, c'est le gros tronçon des questions d'ordre commercial et puis avec les petits points sectoriels, comme je le disais en introduction, que Raphaël a fait par rapport à vos demandes. Je ne vais pas lire toutes les questions que vous avez posées, mais ça me paraissait intéressant de les reporter pour que vous ayez une vue justement des questions des autres lorsque je vous communiquerai la présentation par mail en fin de cette semaine. Donc, basiquement, les questions touchent aux différents secteurs d'activité, hein, comment ils s'en sortent, que ce soit l'agroalimentaire, l'agri ou l'industrie. Il y avait des questions un petit peu plus pointues
sur les évolutions des prix, sur l'ouverture ou pas de certains marchés, comment se comportent les importations anglaises par rapport donc aux produits alimentaires notamment. Quelles sont les perspectives pour reprendre l'activité des prestations de services? Donc, ça, Raphaël, tu vas débattre ça et puis développer toutes ces questions-là. Oui. Donc, tout de suite, encore une fois, je ne vais pas lire toutes les questions, ça prendra du temps, mais je les laisse dans le document que je vous transmettrai plus tard. Donc, un petit point sur les échanges Oui, commerciaux pour planter le décor. oui, donc effectivement, alors, échanges commerciaux France-Royaume-Uni, au sens général, donc effectivement, après la crise sanitaire, voilà, on imagine que effectivement les échanges vont reprendre. Le Royaume-Uni est une économie très ouverte par essence, hein, et d'histoire. Il faut savoir que le Royaume-Uni est fortement importateur de biens et marchandises et fortement exportateur de services. Donc, c'est une économie qui dépend de ses fournisseurs et qui dépend de ses clients à l'international. Donc, je dirais que c'est vraiment la raison d'être du Royaume-Uni de faire du commerce international. Et donc, on ne peut pas imaginer effectivement que ces équilibres-là soient complètement révolutionnés par ces quelques mois de crise sanitaire. Même si, encore une fois, ce n'est pas pour sous-estimer l'impact de cette crise, mais voilà, donc on a vraiment derrière des enjeux, des enjeux très, très importants. Donc, on est dans cette période de transition, comme je le disais tout à l'heure, où effectivement, on l'espère, sortir effectivement du confinement plus progressivement, mais en tout cas le plus vite possible, en préparant effectivement une sortie du marché unique dans cette discussion avec l'UE sur un accord de libre-échange. Mais donc voilà, donc encore une fois, on a vraiment des flux à maintenir. Ceci dit, une première hint, comment dirais-je, une tendance un petit peu, je crois qu'il y avait une question après sur effectivement les tendances post-Covid, Ouais. est-ce qu'il y aurait des choses un petit peu nouvelles? Ce que je pressens dans mes discussions avec les acheteurs, dans mes discussions avec effectivement voilà, des donneurs d'ordre britanniques, c'est qu'effectivement il y a un point d'interrogation qui se pose sur le grand import. C'est vrai que la discussion sur le Brexit avait, comment dirais-je, exalté un petit peu les Britanniques en disant que le Royaume-Uni, effectivement, était une économie ouverte sur le monde, ce qui est vrai, et allait pouvoir développer des relations avec des acteurs, avec des pays voilà, plus lointains et globaux. Je dirais que là, avec la crise sanitaire, on revient un petit peu peut-être sur, en disant le grand import, oui, ça peut être effectivement une opportunité, mais en même temps, il y a ses risques. Il a ses risques parce qu'effectivement, c'est plus lointain, c'est avec des partenaires qu'on ne connaît peut-être moins, avec des intermédiaires, avec peut-être des inconnus et des impondérables qui peuvent arriver, notamment par exemple une crise sanitaire ou autre. Et donc, effectivement, un sourcing plus proche peut aussi avoir ses avantages, notamment sur la zone euro-méditerranéenne, par exemple. Au UK, on parle de sourcing offshore et de sourcing nearshore. Et donc, le nearshore, donc le proche versus le far, devient effectivement, voilà, finalement, un peu plus intéressant qu'il y a quelques semaines, on va dire. Et donc ça, c'est tout bénéfice pour, je pense, les pays et bien sûr les fournisseurs qui sont plus proches de ce marché-là, géographiquement. Et puis également dans l'ancienneté de la relation, puisqu'effectivement le sourcing nearshore, de fait, historiquement, voilà, a des relations assez anciennes. Il y avait une question aussi à ce stade-là sur une question d'entre vous sur les règlements et les paiements. Et en disant effectivement, voilà, est-ce qu'au Royaume-Uni, il y a un phénomène de non-paiement ou voilà, de risque plus, on va dire, plus important qu'ailleurs, etc. Moi, je ne vois pas, si vous voulez, de risque plus important au Royaume-Uni que sur
d'autres pays comparables. Euh, Bien sûr, effectivement, la crise sanitaire actuelle a mis en difficulté la trésorerie de certains distributeurs euh, ou certains clients, certains comptes. Et donc, effectivement, par rapport à leurs paiements fournisseurs, voilà, il peut y avoir plus de problèmes. Mais ça, je dirais que c'est plutôt des situations, on va dire, particulières qu'une situation générale. Euh, les donneurs d'ordre britanniques essayent quand même je dirais, d'honorer leurs obligations en termes de paiement parce que, encore une fois, après la crise, il y aura encore ces relations à maintenir et que forcément, si on a laissé tomber un fournisseur, forcément le fournisseur s'en souvient. Donc, ils ont aussi intérêt voilà, à sécuriser ça. Maintenant, c'est vrai qu'on va le voir derrière, il y a certaines enseignes qui se sont déclarées en cessation ou sous administration. Et donc, effectivement, il faut vraiment regarder la situation au cas par cas, demander l'avis d'experts. Nous, c'est vrai qu'on répond régulièrement à des questions sur telle et telle enseigne. Il y a des moyens, effectivement, d'avoir certaines informations également. Mais voilà, c'est plus des cas particuliers, je dirais, qu'une situation générale. Alors, sur l'agroalimentaire, si on fait un focus effectivement voilà, sur ce secteur-là qui effectivement intéresse beaucoup d'entreprises bretonnes, donc le Royaume-Uni est dépendant à 40% de produits agroalimentaires importés. Donc c'est un fait, et ça ne changera pas véritablement après la crise sanitaire. L'agriculture britannique ne peut pas fournir voilà, tous les besoins de la population. Et donc, effectivement, il y a toujours ces 40% à importer. Donc, ça, c'est un fait. Il y avait une question également sur est-ce qu'effectivement, il y aurait une tendance à vouloir acheter plus local concernant l'alimentaire que dans d'autres pays. Par rapport aux autres pays, je dirais non. Je pense que la tendance à vouloir acheter local est plus faible au Royaume-Uni que dans d'autres pays, notamment européens. Et de ce fait, du fait que l'agriculture, encore une fois, ne peut pas répondre à tous les besoins. Alors, il faudrait regarder dans le détail, bien entendu, parce que la tendance à vouloir acheter local est plus forte dans la viande, par exemple, parce qu'effectivement, le Royaume-Uni l'agriculture du Royaume-Uni est très forte dans l'élevage et donc fournit effectivement beaucoup plus par rapport à la consommation donc en viande que par exemple dans les légumes. Dans les légumes, je pense que le taux d'import il doit être plus proche de 60 à 70% de ce que consomme le Royaume-Uni, ce sont des légumes importés. Donc, où là, la tendance à vouloir acheter local va forcément être assez faible, puisque les gens savent qu'effectivement, si vous voulez acheter des tomates, ça va être compliqué d'acheter des tomates britanniques. Donc voilà, donc je dirais une tendance à vouloir acheter local plus faible. Par contre, encore une fois, on reviendrait sur cette tendance à vouloir acheter local en ce sens plutôt européen, ou on va dire européen, Afrique du Nord, plutôt que peut-être du grand import alimentaire où effectivement, voilà, il y a une incertitude un peu plus forte. Donc là, en fait, on est plus sur un marché, on va dire, régional, je pense, un sentiment de marché régional. L'agriculture britannique et donc l'élevage, puisque l'élevage est une très forte composante de l'agriculture britannique, est aussi en pleine évolution par rapport à la sortie, bien sûr, de l'Union européenne. Comment dirais-je, faits très importants qui sont, la sortie de la politique agricole commune, donc effectivement la fin des subventions de Bruxelles pour l'agriculture. Donc comment le gouvernement britannique va compenser, ou en tout cas quelle politique de subvention il va mettre en œuvre pour les agriculteurs britanniques. Les réponses ne sont pas encore toutes sur la table. Et deux, par rapport à la question de la main-d'œuvre. C'est-à-dire qu'effectivement, l'agriculture britannique est très dépendante de main-d'œuvre étrangère. Et de fait d'une immigration plus choisie post-sortie UE,
en fait, il y a des incertitudes par rapport à la disponibilité de cette main-d'œuvre-là. Et donc, effectivement, ça va pousser à d'autres tendances qui vont être dans une automatisation encore plus poussée, digitalisation, ou voilà, ou en tout cas, euh, essayer de trouver une alternative au modèle un petit peu d'avant. Donc ça, c'est vraiment des questions qui sont très fortes dans le secteur agricole britannique à ce stade. Et alors, la crise sanitaire rajoute une difficulté en plus parce qu'on voit des déséquilibres se créer et en tout cas des changements assez soudains se créer, filière par filière. Il y aura d'autres informations dans le slide d'après, il me semble. Alors, ensuite, il y avait une autre question plus spécifique au marché de Smithfield à Londres, donc, qui est un marché central de la viande, où effectivement on demandait si simplement il était encore ouvert. Donc, il est toujours ouvert, effectivement, parce qu'il concerne, en fait, il touche au secteur clé, hein, donc, qui sont l'alimentaire, et donc ils sont protégés. Donc, cette filière est toujours active. Alors, elle applique comment dirais-je, les nouvelles conditions sanitaires, hein, donc distanciation sociale, social distancing en anglais. Mais donc voilà, donc c'est toujours d'activité. À noter, alors peut-être que la personne avait entendu parler d'un projet de déménagement, etc. À savoir que ce marché-là, qui est un marché qui existe depuis le XIe siècle, hein, donc c'est effectivement c'est un endroit de Londres où ils se vendent de la viande depuis 1000 ans. Mais effectivement, il y aura un projet de déménagement de ce marché-là dans un autre site à Dagenham Home, à Dagenham, pardon, qui est dans l'est de Londres, et qui regrouperait voilà, ce marché-là de la viande avec un autre marché, donc Billingsgate de poissons et de Spitalfield de fruits et légumes, donc à l'est de Londres. Mais voilà, on en est à l'étape du projet. Effectivement, visiblement, ça a l'air d'avancer puisque la ville de Londres a procédé à l'achat des terrains pour effectivement implanter ces marchés-là. Alors effectivement, donc il y avait une question, si on revient un petit peu sur l'élevage, il y avait une question sur l'évolution des prix de la viande. Et donc effectivement, j'ai lu des articles, hein, donc différents articles. Il y a effectivement une pression à la baisse sur le prix de la viande, qui donc serait liée à de la surproduction. Alors, pas de la surproduction par rapport à ce qui était produit avant, mais la surproduction par rapport à une baisse de la consommation, en fait. Parce qu'effectivement, les clients, les industries clientes de ces produits-là, qui sont, un, l'industrie agroalimentaire britannique, deux, la grande distribution britannique, et trois, le secteur food services, donc tout ce qui est effectivement restauration, hôtellerie, enfin, RHD, donc restauration hors foyer. Je dirais qu'on subissent des changements très importants. Le food services, donc la consommation a chuté, hein, a chuté mais drastiquement. Et les grands distributeurs ont augmenté leur consommation, mais pas au niveau de compenser en fait la baisse sur le food services. Et l'industrie agroalimentaire, je dirais plutôt ISO, donc continue effectivement à produire parce qu'ils ont des capacités de production qui sont pas, je dirais, qui peuvent pas ajuster à la hausse ou à la baisse si facilement. Donc voilà, donc du fait de la baisse des achats en food services, effectivement, les lots on trouve moins preneurs en fait, hein. Donc, et donc effectivement, ça reste très compliqué parce qu'en fait, les éleveurs, les producteurs doivent trouver très rapidement d'autres sources pour écouler leurs produits. Et là où je dirais sur la viande, il y a peut-être un peu de flexibilité pour trouver d'autres sources d'acheminement. Alors j'ai vu des prix à la baisse entre 5 et 15% par rapport au prix avant crise sanitaire. Donc, ça dépend effectivement sur le bœuf, sur l'agneau et sur le porc. Donc, il faut regarder un peu en détail. J'ai trouvé les articles pour les personnes qui veulent des articles et des informations plus spécifiques. Je peux envoyer des articles plus spécifiques donc, sur chaque produit. Et je lisais également un article sur le lait. Alors, le lait qui est
très impacté et également parce que, bien sûr, l'acheminement doit être trouvé immédiatement, sinon, entre guillemets, il part dans le caniveau. Où effectivement des coopératives laitières, notamment en Écosse, ont demandé à leurs producteurs de baisser leur livraison de 3, 5, 10%, parce qu'effectivement, il y avait moins de preneurs sur les produits laitiers notamment. Et donc, les contrats là sont soit maintenus pour effectivement les livraisons effectuées, mais après, il est difficile de trouver, bien sûr, preneurs à la minute, si j'ose dire, bien sûr, les volumes qui ne sont pas livrés aux laiteries, hein. Donc là, c'est plus compliqué, mais la profession voilà, se pose, enfin, essaye bien sûr d'aider les éleveurs au maximum pour trouver des débouchés. Je vous conseillerais d'ailleurs pour ceux que ça intéresse, le lien en bas de page ici sur la National Farmers Union, qui est donc une association agricole britannique, et qui, elle, a une forte composante élevage, puisqu'encore une fois, ça représente effectivement une grosse partie de l'agriculture britannique, et qui publie effectivement voilà, euh, des notes de conseils pour les agriculteurs, bien sûr des articles, voilà, des études d'impact, voilà, et notamment sur la crise sanitaire. Attends, Je reste tu là. peux juste me dire, Oui. oui, parce que je regarde le secteur agricole. Oui, donc effectivement, une énorme question sur bien sûr la récolte à venir. Là, on parle plutôt sur effectivement donc céréales, culture maraîchère, voilà, et autres. Donc, on estime que le secteur agricole britannique a besoin de 50 000 travailleurs saisonniers donc pour aider à la récolte. Et donc, comme je vous disais, une grande partie venant de l'étranger. Des vols spécifiquement affectés sont déjà venus de Roumanie et de Bulgarie. Hein, donc, voilà, ils sont vraiment spécialement affrétés par effectivement les agriculteurs, en tout cas, enfin la profession britannique, pour faire venir effectivement des saisonniers qui étaient là, je dirais peut-être les années précédentes, mais qui sont rentrés sur le continent. Et donc voilà, pour les faire revenir effectivement, donc avec des mesures sanitaires, avec voilà des mesures spécifiques. Mais effectivement, l'agriculture britannique a vraiment vraiment besoin de ces travailleurs-là. Mais je crois que la problématique est un peu similaire en France aussi, peut-être dans une moindre mesure, mais voilà, c'est une question un peu globale. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, il y a vraiment cette question centrale hein, du monde agricole britannique sur la prochaine vague d'automatisation et d'utilisation des nouvelles technologies dans le monde agricole. Donc, tout ce qui est le secteur agritech et foodtech, qui devient très important au Royaume-Uni, parce qu'en fait, on a vraiment, je dirais, un écosystème très complet pour favoriser l'émergence de solutions en fait, dans ces secteurs-là, que ce soit de l'accès au capital, parce qu'effectivement, bon, il faut financer hein, ces recherches et ces créations de start-up et de nouvelles entreprises utilisant de nouvelles technologies et proposant de nouvelles solutions. À la recherche également, puisque la recherche dans le monde agricole ou vétérinaire ou biologique ou biotechnologie, etc., est très développée au Royaume-Uni, hein, dans les zones de Cambridge, Oxford, mais pas seulement. Et également, bien sûr, un secteur agricole qui est en forte demande du fait de ces changements-là, Brexit, crise sanitaire, effectivement. Et donc voilà, donc effectivement, de très belles réussites dans ce secteur-là, et je pense que ça n'est que le début. Alors, d'autres secteurs de l'économie britannique. Donc, il y avait une question sur le secteur des services, en disant effectivement, voilà, est-ce qu'on peut reprendre nos prestations, etc. Alors, déjà, service, c'est un secteur qui est énorme, puisqu'il représente 80% de l'économie britannique. Et quand on parle de services, on parle de services, ça peut être effectivement... Ah, tu reviens en arrière? Non, non, c'est une erreur. Ouais. Non, avant, voilà.
Ça peut être effectivement donc des services financiers, ça peut être effectivement des services à la personne, ça peut être tout ce qui est hôtellerie, ça peut être voilà, des services des ressources humaines. Donc, c'est très, très vaste en fait. Hein. Donc, moi, je fournis par exemple une prestation de service moi-même à Londres et je continue à le faire avec mes clients par visio ou par d'autres types de moyens. Donc, donc effectivement, voilà, je dirais que certains services peuvent encore être rendus. Après, effectivement, beaucoup de services sont liés à la circulation des personnes, et donc la possibilité effectivement de fournir un service physique. Et là, effectivement, comme nous sommes en période de confinement, forcément, bah, c'est compliqué, voire impossible. Et donc, effectivement, il faut attendre tout simplement les mesures de fin de confinement. Alors, certains secteurs, par rapport à ce confinement, et j'en parlais tout à l'heure, commencent je dirais, à bouger, notamment le secteur des bâtiments et travaux publics. Donc, la grande majorité des chantiers ont été fermés à partir du 16 mars, en fait, hein, donc au début du confinement. Parce qu'effectivement, comment dirais-je, les mesures, en tout cas d'un point de vue sanitaire, il était voilà, jugé risqué effectivement de les laisser ouverts. Et donc, en fait, les entreprises de BTP, avec les donneurs d'ordre et avec également les autorités sanitaires, ont réfléchi, ont mis en place effectivement des mesures pour pouvoir permettre la réouverture de certains chantiers en respectant bien sûr un certain nombre de mesures. Et donc effectivement, on voit un certain nombre de chantiers se réouvrir. Et en plein confinement, le gouvernement britannique a donné son feu vert à la phase 1 du grand projet HS2. Donc HS2, c'est un projet de train à grande vitesse qui reliera Londres à Birmingham et ensuite Manchester et Leeds, qui est un projet stratégique qui a été, on va dire, il y a eu beaucoup de discussions et d'échanges sur est-ce que ce projet est viable et est nécessaire, trop coûteux, etc. Finalement, le gouvernement a donné son feu vert définitif pour dire si, si, on continue. Et donc, en plein confinement, effectivement, le gouvernement a dit voilà, on lance la phase 1 de ce chantier-là. Donc, ce qui est un gros signal, effectivement, pour bien sûr le pays. Et dans ce call hier, il y avait également la patronne de Bouygues au Royaume-Uni et qui disait que justement, c'est exactement ce qu'ils ont fait au niveau de Bouygues et des chantiers de Bouygues sur le Royaume-Uni, qui est de dire ils ont arrêté les chantiers le 16 mars et ensuite ils ont effectivement réfléchi, mis en place des mesures spécifiques à chaque chantier pour effectivement respecter les mesures sanitaires et donc effectivement ils ont réouvert ensuite un certain nombre de chantiers qui aujourd'hui sont effectivement actifs. Et également dans la distribution non alimentaire, qui avait complètement fermé, pareil, à partir du 16 mars. La chaîne B&Q vient de réouvrir 155 de ses magasins au UK, donc le 23 avril. Donc B&Q, c'est le bricolage, hein, c'est Castorama ou Leroy Merlin. Et donc voilà, donc ça permet de faire repartir également une partie du business dans le non alimentaire. Et donc voilà, et donc on voit effectivement certaines chaînes qui étudient voilà une réouverture partielle. Même McDonald's, hein, dans le secteur de la restauration, étudie une réouverture partielle de ses restaurants aujourd'hui. Donc même si on a un confinement qui, au niveau gouvernemental, est assez strict et assez uniforme, on va dire, au niveau de chaque branche, voilà, il y a quand même des initiatives qui sont prises en lien avec les autorités également. Alors, j'en parlais tout à l'heure, cette crise sanitaire-là je dirais, donc, a forcément eu des conséquences très importantes sur les secteurs de la distribution physique, donc en magasin, puisque forcément ils ont dû fermer, sauf dans l'alimentaire, et donc créer des difficultés. Après, si vous voulez, au Royaume-Uni, il y a vraiment déjà un débat et déjà effectivement des changements qui avaient lieu avant même cette crise-là sur la distribution physique en magasin versus online, Internet ou hybride entre les deux.
Donc, certaines chaînes ont déposé le bilan, hein, donc plutôt dans le textile habillement. Euh, donc, effectivement, voilà, on a vu Laura Ashley, LK Bennett, Debenhams, Oasis. Donc, certains sont en procédure de sauvegarde, donc continuent effectivement à exploiter leur business, voilà. Mais en même temps, effectivement, sont en procédure de sauvegarde. D'autres ont fermé complètement. Il faut voir au cas par cas. Mais en tout cas, ces enseignes-là avaient déjà des difficultés avant la crise sanitaire. Donc, voilà, la crise sanitaire a été, je dirais, the cherry on the cake, mais il y avait déjà des difficultés. Et du fait que ces enseignes-là n'avaient pas forcément pris le virage des tendances de consommation actuelles, notamment sur le online. Donc, de toute façon, il faut vérifier, bien sûr, la santé des acheteurs, enfin, la santé des distributeurs et des détaillants à qui on parle, hein, de toute façon, le plus possible, et donc de parler effectivement à différentes personnes avant voilà, de conclure quoi que ce soit. Je pense que c'est un petit peu la règle d'or. Alors après, on passe, il n'y a toujours pas de questions, donc on passe au sujet suivant, donc les questions d'ordre marketing. Vous avez été 2 ou 3 à poser cette question. Faut-il adapter mon offre en post-confinement? Est-ce que, Raphaël, tu as des pistes, des suggestions? Je pense que chacun, oui, enfin, vous l'avez déjà tous fait, hein, vous êtes déjà tous adaptés par rapport à la situation. Beaucoup d'entreprises, d'ailleurs, se sont reconverties même. Évidemment, l'adaptation est essentielle et pas forcément en post-confinement. Elle a déjà eu lieu pour la plupart d'entre nous. Oui. Alors, c'est vrai que, comme tu dis, il y avait l'adaptation pendant le confinement et l'adaptation post. Euh, c'est vrai que sur l'après, alors il est difficile d'avoir des boules de cristal, et puis on entend de tout, et je pense que il y a vraiment des conséquences un petit peu existentielles aussi, hein, je pense à titre individuel et à titre de la communauté, de sa communauté proche et de son entreprise, etc. Dans cette période-là. Mais c'est vrai, moi j'essaye de m'écarter un petit peu des scénarios un petit peu extrêmes, hein, en disant soit d'un côté, voilà, tout va péricliter, le système actuel est un petit peu, voilà, à jeter entre guillemets, ou à l'inverse, voilà, effectivement, on va tous vers un monde vertueux où effectivement on va apprendre des leçons, etc. Je pense que moi j'essaie d'être un peu plus, enfin, en tout cas au milieu, équilibré, en disant qu'effectivement, je pense qu'il y aura des leçons, bien sûr, à tirer de cette période-là. La première, notamment, je vous parlais de cette question du sourcing, donc de l'approvisionnement, encore une fois, qui pour le Royaume-Uni est critique, puisqu'encore une fois, en biens et marchandises, il est fortement importateur, de dire quelle stratégie d'approvisionnement, notamment du fait de ces crises potentielles qui peuvent subvenir. Et donc d'équilibrer un petit peu plus l'offshore versus le nearshore. Voilà, la base de fournisseurs, les relations avec chaque fournisseur peut-être un peu plus poussées. Mais donc voilà, je pense qu'il y a un vrai questionnement par rapport à sa chaîne d'approvisionnement. Et ça, je le vois déjà arriver. Et qui, je pense, encore une fois, si on parle des entreprises bretonnes, par exemple, ou entre guillemets françaises, euh, qui est vis-à-vis du Royaume-Uni, je pense, une force, parce qu'encore une fois, l'approvisionnement en provenance de Bretagne ou de France vers le Royaume-Uni est un approvisionnement jugé sûr, avec des relations très anciennes, une logistique voilà, secure, donc saine et sécurisée, et donc effectivement voilà, qui apporte ses avantages, notamment dans cette période-là. La deuxième, c'est effectivement l'automatisation et la digitalisation. Je pense qu'on a vu dans la manière de gérer ses affaires, son business, le fait qu'on se parle aujourd'hui, voilà, par webinar, qu'on arrive à avoir effectivement des relations malgré le manque de liberté de mouvement physique.
les nécessités des secteurs d'activité, comme on dit effectivement sur, par exemple, l'agriculture, on a vu, la digitalisation, effectivement, l'utilisation d'applications, l'utilisation de, voilà, de différentes données d'information online, etc. Je pense que ce mouvement-là, effectivement, va, bien sûr, était déjà présent, mais va encore être amplifié, effectivement, par la suite. La question, bien sûr, de la distribution. Donc là, quand on parle effectivement de retail, donc quand on parle de distribution au détail, l'équilibre entre le physique et le online, qui déjà était une question sur la table, hein, va être encore plus, je dirais, aiguë à la sortie de cette crise-là. Quelle est la présence qu'on veut pour nos produits en physique et online, et quel type de canaux physiques. On sait très bien qu'effectivement, après la crise, un certain nombre de magasins, de points de vente vont pas réouvrir en fait. Où effectivement, les enseignes vont vraiment se poser la question de dire, mais est-ce que ce schéma de distribution-là a un avenir ou pas? Donc, il y a vraiment effectivement, je pense, des questions sur la distribution qui vont être très, très aiguës, et donc qui vont vraiment voilà, devoir être adressées avant même la sortie de cette crise sanitaire-là. Tu l'as dit, Karen, effectivement, je pense que cette crise-là aiguise notre imagination, notre volonté de s'adapter, qui est une force de la race humaine, hein, si j'ose dire, de pouvoir s'adapter. Mais donc, effectivement, on a vu une très forte imagination de tous les acteurs, hein, que ce soit des États, que ce soit des entreprises, des consommateurs, des gens dans leur communauté, dans leur village, voilà, qui aident les autres, ou qui, en tout cas, trouvent un moyen différent de servir une population ou des gens en produits, en services, ou d'adapter son offre, etc. Et ça, je pense que cette imagination-là devra être cultivée également dans la suite. L'aspect également alors, du développement durable et je dirais du climate change, donc tout ce qui concerne la question des changements climatiques. Je lisais un article sur effectivement alors, ça ne se passe pas au Royaume-Uni, ça se passe en Inde, mais où certaines proportions des habitants de New Delhi découvraient effectivement qu'ils pouvaient voir, par exemple, jusqu'au contrefort de l'Himalaya par beau temps, qui pouvaient voir effectivement le fond du ruisseau parce que l'eau effectivement était plus claire, et respirer un air qui était meilleur, du fait du confinement et donc de l'arrêt des industries et de la circulation automobile. Donc voilà, donc est-ce que effectivement ça va booster les projets sur effectivement la protection de l'environnement et effectivement la lutte contre les changements climatiques et la pollution? C'est une question, mais je pense effectivement que le nombre de projets dans ce sens augmentera. Et en tout cas, on peut l'espérer. Après, je dirais dans l'esprit, en tout cas, ce que je vois au Royaume-Uni, c'est qu'il y a souvent une dichotomie, en tout cas, où on se dit, bah oui, effectivement, ce serait pas mal de sourcer ces produits plus localement. Ce serait pas mal, effectivement, d'avoir des produits plus durables. Mais quel est l'impact sur le prix? Parce que forcément, c'est toujours effectivement la dualité, hein, de la chose, en disant ah oui, oui, effectivement, on veut sourcer localement et on veut effectivement des produits durables, mais en même temps, est-ce qu'on est prêt à payer beaucoup plus cher? C'est la question. Et donc, cette question-là fait l'objet d'un assessment permanent au Royaume-Uni, en disant qu'est-ce qui est acceptable en termes de bénéfices sur effectivement le développement durable et la qualité du produit, versus l'impact sur le prix. Je n'ai pas de réponse, bien sûr, je dirais miracle, hein, par rapport au ratio idéal. Mais en tout cas, c'est vraiment une question qui est toujours à prendre en compte au Royaume-Uni, parce que la concurrence est toujours très forte. Le monde entier vend au Royaume-Uni. Et encore une fois, le Royaume-Uni est effectivement très ouvert, donc a des offres très, très variées dans tous les secteurs. Et donc voilà, donc toujours surveiller quand même cet impact sur les prix. Pas de questions.
sage. Hein. C'est la première question. C'est la ton première ex- question qui est la plus dure. Ton exposé est très clair et complet. Il n'y a aucune question. Alors, les questions d'ordre réglementaire. Là, il y avait une question très précise sur les procédures traces. Donc, je vais te laisser détailler ça. Est-ce qu'il y a des procédures douanières particulières pour la génétique animale en raison du contexte actuel? Est-ce qu'il y a des choses qui changent? Alors, là, je sèche sur cette question-là. Je n'ai pas trouvé malheureusement d'informations ou de réponses vraiment spécifiques à la génétique animale. Mais on pourrait peut-être regarder a posteriori, effectivement, avec la personne qui est dans ce secteur-là et de voir qui a peut-être une problématique spécifique, en fait, ou a rencontré une difficulté avec un importateur ou je ne sais pas, un distributeur. Il faudrait peut-être creuser cette question-là plus spécifiquement, je pense. Sur la procédure trace, donc effectivement, qui est l'outil qui régit au sein de l'Union européenne donc les importations d'animaux et produits à base d'animaux. Ce système est toujours utilisé par le Royaume-Uni pour les importations en provenance de l'Union européenne, et donc ce jusqu'au 31 décembre. Et il faut savoir que le Royaume-Uni utilise un autre système qui s'appelle IPAFS, donc Imports of Products, Animals, Food and Feed System, pour ces importations en provenance d'autres pays que l'Union européenne. Et donc, ce qu'on imagine, je n'ai pas lu l'information sur le site du gouvernement britannique de manière aussi claire, mais c'est que ce système-là, finalement, tout simplement, soit amené à remplacer Trace pour donc les importations en provenance de l'Union européenne. Je pense qu'en fait, ça va aussi dépendre des détails de l'accord de libre-échange qui, encore une fois, ne sont pas connus aujourd'hui. Donc, en fait, ça fait partie, ce sujet fait partie aussi de la discussion sur l'accord de libre-échange. Mais en tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a un système qui existe déjà au Royaume-Uni pour les importations grand import, et que donc il sera disponible pour les importations d'Europe au pire des cas, si jamais effectivement il y a une trace, voilà, le Royaume-Uni dit effectivement qu'il ne veut plus utiliser trace. Et les informations sont très similaires. Donc voilà, donc il faut effectivement un enregistrement également sur cette plateforme IPAFS. Alors, on a deux questions. Annie, ma collègue Annie Munier à la CCI de Morlaix nous dit des réunions BCI sont programmées avec France Agrimaire et la DRAF Bretagne sur la DGAL sur les sujets sanitaires, les réflexions en cours, etc. Donc vous pouvez toujours aller sur le site de BCI sur l'agenda des réunions d'information pour avoir les dates de ces différentes réunions. Et puis, pour tout ce qui est technique et réglementaire, n'hésitez pas à contacter mes collègues CDI en CCI comme Annie Munier pour le 29, Pascal pour le 56, Annie Lemasson pour le 22 et en 35, Cindy. Vous avez les coordonnées sur notre site web, mais bon, encore une fois, la majorité d'entre vous vous connaissez bien l'équipe de BCI, donc vous saurez vers qui vous tournez. Si ce n'est pas le cas, vous m'envoyez un petit mail et puis je vous donnerai les coordonnées. Il y a une question de Jean-Paul alors sur les flux logistiques par camion. Alors on va y venir après, on a toute une partie sur la logistique et les transports et les déplacements des personnes. Donc Jean-Paul, si tu veux bien, on va venir à cette question-là dans les slides suivants. Que voilà. Donc les questions sur les transports, c'est vrai qu'elles ont été récurrentes, hein, quel que soit le pays qui a pu être traité lors de ces webinaires. Mais voilà, basiquement, vous vous demandez si la circulation des biens se fait toujours, la circulation des personnes, sachant qu'il faut bien distinguer le flux justement, donc le transport des biens et des personnes, le déplacement des personnes étant lié au confinement, alors que le transport des produits, lui, ne l'est pas. Il faut bien faire le distinguo de
de ces deux Mm. choses. Là, les questions qui ont été posées précisément pour ce webinaire Royaume-Uni, en cette période, quelle est la meilleure solution pour un rapport délai de livraison prix? Connaît-on la période prévue de reprise normale des transports de passagers? La hausse des tarifs de la part des transporteurs est-elle justifiée? Donc là, c'est vrai que vous avez été plusieurs à nous faire la remarque que le prix des transports a augmenté. Bon, ça, c'est plutôt côté français, hein, et pas forcément côté UK ou côté Espagne, Italie ou Allemagne. Le prix dépend de l'offre et de la demande. Donc, voilà, comme dans tous les domaines, oui, ce n'est pas surprenant qu'il y ait une petite flambée ou une flambée des prix sur les transports. L'autre question, c'est un point qui est demandé sur les mesures mises en place pour la distribution et le transport depuis la France, si tant est qu'il y ait des mesures de prise. J'en profite pour rebondir sur une question qu'on me pose. Ok, qui n'a rien à voir là pour l'instant avec les transports, donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc Raphaël, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la logistique transport, le déplacement des personnes? Enfin, le déplacement des personnes, on en a parlé un petit peu en intro sur les dates possibles de déconfinement. Mm. Mais Donc, pour la logistique, en tout cas, qu'est-ce que tu peux nous dire? Donc là, les deux premiers points effectivement que j'ai mentionnés ici sont pour les transports de personnes, donc effectivement qui sont liés au confinement, comme tu l'as dit. Donc pour l'instant, voilà, on n'a pas effectivement de date sur la levée du confinement et effectivement sont autorisés les trajets dits essentiels qui aujourd'hui concernent, donc essentiels, ça veut dire aller faire ses courses alimentaires, des trajets qui sont liés au médical et effectivement déplacement pour aller au travail, mais s'il est impossible de travailler de la maison. Alors effectivement, c'est dans l'interprétation de dire qu'est-ce qu'un déplacement pour aller au travail et qu'est-ce qui est impossible ou possible de faire de la maison. Est-ce qu'un rendez-vous, par exemple, avec son client est un déplacement pour aller au travail ou effectivement, est-ce qu'on considère qu'il doit être fait de la maison par téléphone? C'est toujours délicat, effectivement, d'interpréter. Donc, mais en tout cas, alors après, moi je ne me risquerais pas, effectivement, à envoyer un commercial aller voir un client aujourd'hui et je pense que le client ne serait pas forcément, on va dire, disposé à recevoir le commercial. Mais voilà, il faut effectivement aussi faire marcher son jugement. Et il est vrai qu'effectivement, donc la police au Royaume-Uni, par exemple, sur les autoroutes ou les routes, peut faire effectivement des contrôles et peut être amené effectivement à faire rebrousser chemin des personnes si le déplacement n'est pas jugé essentiel. Donc après, encore une fois, on ne peut pas définir voilà, chaque déplacement, mais voilà un petit peu ce qui s'applique aujourd'hui sur le transport des personnes. Je sais que par exemple, il y a un Eurostar aller-retour par jour entre Londres et Paris. Bon, le prix doit être astronomique aussi. Et encore une fois, on parle vraiment de personnes qui sont dans un besoin impérieux de traverser la Manche pour voilà, une raison peut-être familiale ou médicale ou autre. Mais, donc ça, c'est sur le transport des personnes. Après, sur effectivement tout ce qui est prix, capacité. Donc, ce que je peux dire à ce stade-là, c'est qu'effectivement, j'entends que effectivement, un certain nombre de transporteurs ont forcément réduit leur capacité du fait soit d'une baisse de demande de certains de leurs clients ou de difficultés à circuler, ou effectivement qu'ils ont moins de disponibilité de leurs chauffeurs qui peuvent être isolés. Alors, au Royaume-Uni, c'est vrai qu'on prend sérieusement le fait que certains doivent s'isoler dès des premiers symptômes, s'ils toussent, si effectivement voilà, ils ont quelqu'un qui a des symptômes dans leur foyer, etc. Et donc, qui peut faire qu'effectivement certains chauffeurs sont plus disponibles et donc effectivement et une moindre capacité également. Et donc, moindre capacité, voilà, qui souvent veut dire que s'il y a une demande qui est générée, elle peut faire basculer le prix à la hausse assez rapidement. Comme tu l'as dit, Karen, c'est la loi de l'offre et de la demande.
j'entends parler aussi des amis qui sont dans les assurances transport, notamment maritimes, qu'effectivement, les coûts des assurances ont augmenté aussi. Donc, il est parfois compliqué d'expliquer hein, la hausse d'une prime d'assurance qui est liée à des calculs statistiques divers et variés. Mais il est vrai, effectivement, que les primes d'assurance ont, elles aussi, augmenté. Et donc, vraiment, qui se factorisent dans le prix du transport également. Donc voilà ce qu'on peut voir, ce que moi je peux voir à ce stade-là. En termes de camions, donc passage de camions, là c'est vrai que voilà, il y a une carte qui montre effectivement, donc c'était le 25 mars, hein, donc le temps de passage des frontières dans l'Europe de l'Ouest, où effectivement on a vu un certain nombre de retards, notamment à la frontière Calais-Douvres, mais c'est up to 1 hour, donc c'est jusqu'à 1 heure. Effectivement de délai par rapport à un temps de passage normal qui a été lié à la mise en place de mesures de distanciation, mesures sanitaires, et donc effectivement qui ont fait que les temps de passage ont pris un peu plus de temps. Mais voilà, au-delà de ça, je n'ai pas de retour particulier sur des difficultés en termes de livraison. Encore une fois, sachant qu'on parle plutôt de livraison de biens essentiels. Et puis, effectivement, après, un trafic aussi sur la route, bien sûr, qui a fortement réduit. Donc voilà ce que je peux dire à ce stade-là. Et sur les procédures de dédouanement, Jean-Paul demande aussi s'il y a des changements, des délais qui sont plus longs, ou des procédures plus problématiques sur les dédouanements. Au-delà des mesures sanitaires de distanciation sociale, je n'ai pas entendu parler de mesures sanitaires particulières à l'entrée au Royaume-Uni. Alors, on passe ensuite aux autres questions. Alors, j'ai reçu une autre question entre-temps sur une question de Fabien. Alors, on en a parlé un peu au début, sauf sur la dévaluation, effectivement. Je la pose maintenant pour rebondir sur la question et ne pas l'oublier. Donc, Fabien demande si on peut faire un point sur les paiements et bien sûr la situation de la livre sterling. Y a-t-il un risque de dévaluation? Ok. Alors, depuis depuis le référendum sur le Brexit, donc ça nous place déjà en 2016, le mois qui a suivi, la livre sterling a perdu à peu près 15% par rapport à l'euro, et donc de manière assez rapide. D'accord. Ensuite, la livre a récupéré une partie de cette baisse-là, petit à petit. Alors, je n'ai pas les taux récents, mais j'ai fait le calcul, c'était juste avant la crise sanitaire et on était à peu près à -7, -8% par rapport au niveau du taux de change juste avant le référendum. Donc, effectivement, la livre est toujours un peu dévaluée par rapport à son niveau d'avant référendum. Et pendant la crise sanitaire, il n'y a pas eu vraiment de variation sur la livre. Parce que je pense que toutes les économies ont été impactées à un niveau, les économies en tout cas développées, et notamment d'Europe de l'Ouest, ont été impactées à un niveau assez similaire. Donc, entre l'euro et la livre, je n'ai pas vu de mouvement drastique depuis le début de la crise sanitaire. Donc, on est à un niveau un petit peu en dessous, effectivement, du niveau d'avant référendum, mais je ne parlerai pas forcément d'évaluation, même si bien sûr ça représente toujours 7% si on compare en euros. Mais je dirais que après c'est la vie aussi, c'est la fluctuation d'une devise par rapport à une autre aussi. J'aurais tendance à dire que, alors après, les prévisions du taux de change, c'est très compliqué à faire, hein, et je ne me risquerai pas là-dessus. Maintenant, effectivement, je dirais que le taux de la livre est impacté par l'incertitude, ce que les acteurs économiques mettent dans un taux de change, c'est la dose d'incertitude, et notamment celle qui est liée au Brexit. Donc, on peut imaginer que toute clarification du processus, notamment du Brexit, diminuera l'incertitude et que cette diminution d'incertitude pourra
éventuellement être répercuté dans l'appréciation de la livre sterling. Voilà. Mais voilà, en dire plus, ce serait compliqué. On passe à la rubrique suivante. Donc, les questions d'ordre RH. Quelles procédures sont à mettre en place pour permettre aux salariés d'intervenir sur le territoire? Ouais. Donc là, je pense que ça concerne les éventuels documents ou preuves à fournir qu'on vient bien sur le territoire britannique pour le travail et pas à titre personnel ou touristique. Et quelles sont les procédures quand on a un salarié voilà, qui est sur place? Est-ce qu'il y a des choses à modifier, des choses à faire? Ouais. Alors, si le salarié est basé en France et il veut rendre visite à ses clients au Royaume-Uni, je ne me risquerai pas à tenter un déplacement à ce stade-là. Je pense que ce serait contre-productif et assez compliqué en termes de vol, en termes de logistique, en termes de, effectivement, en termes voilà, et même d'impact, d'image, etc. C'est compliqué, je pense, à mettre en œuvre. Si le salarié est présent au Royaume-Uni, je dirais que la majorité des choses, et j'y reviendrai parce que nous aussi, nous gérons nos clients sur place, je dirais que la majorité des échanges et des relations peuvent se faire par visio, de manière à distance, et qu'en fait, on atteint voilà, suffisamment d'objectifs de ce biais-là, plutôt que d'essayer de tenter un déplacement. Voilà, où on ne sait pas si effectivement il risque de fonctionner jusqu'à la fin. En tout cas, on espère arriver à destination ou pas. Donc voilà, je dirais qu'avant la fin du confinement, c'est plus risqué qu'autre chose. Alors, les questions diverses. Là, je les ai reportées en fin de webinaire parce que ça touche à pas mal de sujets. Je vous donne les principales. Alors, j'ai synthétisé, vous me posiez tous certaines questions de manière différente, mais le fond était le même. Donc, à quel moment peut-on prospecter en tenant compte de la situation actuelle? On y a un petit peu répondu. Faut-il attendre la sortie de la crise ou au contraire prendre les devants? Comment adapter sa stratégie export? Ça, on en a parlé un peu aussi. Vous êtes beaucoup à vous demander si vous pouvez continuer de manière régulière à appeler vos clients, vos fournisseurs. Vous avez peur de les déranger. N'ayez pas peur. Il faut surtout garder le contact avec vos interlocuteurs basés au Royaume-Uni. Vous ne les dérangerez pas. Ne rompez pas le lien hein, parce qu'il y a la crise, bien au contraire. Donc évidemment, il faut privilégier les rendez-vous téléphoniques ou les visios plutôt que les écrits. C'est toujours plus convivial et plus facile d'échanger de vive voix que par écrit. L'autre question concernait les déplacements possibles dans le pays. On vient d'y répondre. Toi, tu as peut-être des Oui. suggestions à faire et puis des remarques de terrain par Mm. rapport à tout Oui, en ça. fait, donc nous sommes en contact avec un certain nombre d'acheteurs et un certain nombre de clients et de grands comptes, etc. Je pense qu'il faut, dans un premier temps, se mettre à la place de cette personne, de cet acheteur ou de cet importateur ou client ou fournisseur, en se disant est-ce qu'il est surbooké par rapport à la crise sanitaire parce qu'il est dans une activité clé et voilà. Si la réponse est oui, vous pensez qu'il risque d'être complètement submergé, surchargé, à ce moment-là, un petit message quand même, effectivement, vaut le coup, un petit email en disant, bah voilà, effectivement, je voulais prendre des nouvelles, ou comment ça se passe, ou voilà, est-ce qu'il y a des sujets qu'on peut aborder ensemble, etc., etc. Je pense que ça sera toujours apprécié par la personne. De le voir qu'effectivement vous pensez voilà, à votre client ou à votre fournisseur ou à la relation que vous avez, et voire même il vous répondra en disant bah oui tiens si on peut se parler, etc. Voilà, bon. Donc ça c'est dans le cas où effectivement la personne risque d'être probablement surchargée.
submergés. Ensuite, il y a certains acheteurs, certains décideurs dont l'activité quotidienne a fortement régressé, donc parce que magasin fermé, parce que voilà, l'activité un peu en stand-by, et qui là en fait va avoir du temps pour réfléchir à l'après, ou va se poser des questions qui ne seraient pas forcément posées dans le cadre de son activité quotidienne, parce que voilà, le quotidien prend une place très importante. Et nous avons des échanges effectivement avec des décideurs dans ce cas-là, qui sont tout à fait disposés à parler nouveaux produits, à parler effectivement offres pour l'avenir, etc. Parce qu'ils se disent, tiens, effectivement, c'est une période aussi où on peut se poser des questions pour l'avenir. Et donc, effectivement, nous avons des présentations online, effectivement, du suivi avec certains acheteurs qui sont dans ce cadre-là. Donc, je pense qu'effectivement, les gens veulent continuer leur activité. Il y a aussi ce que la visio crée, en fait, la visio chez soi crée, par rapport à un meeting où vous êtes en salle de réunion, c'est un peu froid, c'est dans les locaux, les grands locaux de Tesco, etc. Et c'est un peu intimidant. Là, finalement, vous allez peut-être avoir une visio avec un acheteur qui est chez lui, voilà, ou dans son intérieur, etc. Et vous pouvez aborder peut-être des questions un peu plus, voilà, pas personnelles, l'idée n'est pas de partager sa vie personnelle, mais en tout cas de mettre la discussion sur un degré moins formel, et d'avoir des discussions plus riches finalement, et plus ouvertes que dans un cadre très professionnel. Et la culture britannique, parfois, vous savez, est d'être socially composed, donc d'avoir un peu un visage un peu, en tout cas, avec moins d'expression, hein, c'est un peu la mentalité britannique d'être moins expressif. Et ben, effectivement, quand vous êtes en visio, quelqu'un chez lui, pour le coup, voilà, il est un peu plus, il se livre un peu plus. Donc, c'est un peu ce qu'on voit, c'est un peu ce qu'on voit dans nos échanges. Donc, les visios marchent très bien, ou les appels, ou effectivement déjà les mails aussi. Mais voilà, effectivement, garder contact, comme tu dis, Karen, c'est très important. Certaines grandes enseignes, hein, je discutais avec Marks Spencer récemment, disent, voilà, nous, on veut s'assurer que nos partenaires, nos fournisseurs se portent bien. Voilà, on cherche vraiment à sécuriser la relation pour pouvoir repartir ensemble après. Et donc, se soucient vraiment de leur chaîne d'approvisionnement, et ce qui est très important. Certaines enseignes, malheureusement, du fait de difficultés, vont dans la mode, par exemple, j'ai effectivement des fournisseurs qui ont des problèmes de paiement, où des livraisons ont été annulées, des choses comme ça, parce qu'effectivement, il y a une question de survie par rapport à l'enseigne. Mais là, pareil, il faut quand même toujours garder les canaux ouverts pour essayer de comprendre la situation et peut-être de trouver une solution alternative, ou voilà, d'explorer différents scénarios. Merci. Pas de questions complémentaires. On a terminé. Merci à toutes et à tous vraiment pour votre participation ce matin. Si toutefois vous avez des questions complémentaires, des interrogations, encore une fois, n'hésitez pas à nous contacter. Je vais vous envoyer la petite présentation là que vous venez de voir par mail dès que possible. Je vais y rajouter également les coordonnées de l'équipe BCI, que ce soit les chargés d'affaires ou les CDI pour les questions un peu plus techniques et réglementaires. Je vais vous mettre tout ça à la fin de la présentation. Je vais vous donner également les coordonnées de Raphaël pour qu'il puisse vous répondre. En complément de tout ce qui a été dit, là, j'aimerais insister sur notre plateforme BCI Info. Vous pouvez retrouver en temps réel des mises à jour quotidiennes sur les actualités Covid par secteur, sur les actualités Covid par pays. Nos prestataires agréés à l'étranger comme Raphaël nous font des petites notes de synthèse régulièrement que nous mettons à disposition sur BCI Info. Donc, ça vous permet d'avoir un panorama général à l'instant T de la situation dans chaque pays, enfin dans une grande majorité des pays dans lesquels nous avons des prestataires agréés. Le site des douanes également est mis à jour très très régulièrement pour vous donner les infos sur les procédures, les changements en cours, etc. Donc n'hésitez pas. Mais tous ces liens utiles
sont disponibles sur BCI Info. Donc, surtout, n'hésitez pas à vous rendre sur la plateforme ou bien à nous contacter directement. Je vais vous laisser. Je vous dis au revoir. À demain pour ceux qui sont intéressés, qui sont déjà inscrits pour le webinaire sous le même format sur l'Allemagne cette fois. J'ai programmé un autre webinaire actualité Covid-19 sur l'Algérie le 19 mai prochain. Je n'ai pas eu le temps encore de le mettre en ligne, mais je vais le faire ces jours-ci. Donc, sachez qu'il y aura encore donc, deux autres webinaires calqués sur ce même modèle. Donc, demain pour l'Allemagne et le 19 mai sur l'Algérie. Merci à toutes et à tous. On a pas mal de merci qui tombent. Donc, je pense qu'on a répondu, enfin, je l'espère en tout cas, à beaucoup de vos questions. À très bientôt. Prenez bien soin de vous. Prenez bien soin de vos proches. Bon courage dans vos activités professionnelles, en espérant que cette crise vous permettra, enfin, que l'après-crise vous permettra quand même de rebondir et qu'il n'y ait pas trop de dégâts pour chacun d'entre vous. À très bientôt. Merci à vous. Et on reste à votre écoute et à votre disposition. Au revoir, à bientôt. Au revoir.